va continuer dans la partie défi posée à la constitution des données de santé. Avec vous, Claude Gissot, si vous voulez bien me rejoindre là. Alors, si vous préférez là-bas, c'est comme vous préférez, ou ici, peut-être là-bas. Donc, vous représentez, vous êtes responsable du projet AMDAC à l'adresse. Voilà, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Et vous allez surtout nous parler du comité stratégique des données de santé qu'a évoqué le ministre, mais également Stéphanie et Gérard tout à l'heure. Voilà, à vous, Claude, expliquez-nous un petit peu quels sont ces défis, comment le comité stratégique y travaille. Alors, merci beaucoup de nous inviter à évoquer ces questions. On va repartir sur des choses qui sont plus institutionnelles, donc quelque part, ce qui vient mais qui va évidemment tout à fait répondre, et c'est tout à fait dans la lignée de ça. Comme l'a indiqué le ministre, donc les premières années ont permis d'installer, entre guillemets, notamment l'institution qui a été créée par la loi de 2019, qui était donc la plateforme de données de santé, puisque maintenant, aujourd'hui, en particulier aujourd'hui, là, je vais utiliser ce terme-là, mais néanmoins, ça s'inscrit évidemment dans une organisation qui permet aussi au pouvoir public d'orienter, entre guillemets, la manière dont on cherche à faire évoluer le cadre d'utilisation des données de santé dans ces affaires-là. Alors, en fait, vous allez retrouver en fait les trois axes qu'on a déjà un peu dit ce matin. Grosso modo, c'est dire je collecte les données utiles. Je reparlerai des données sociales pour l'INET, j'ai bien ça en tête. Et évidemment, en accompagnant les projets nouveaux. Mais les projets nouveaux et les harmoniser les recueils, comme on a beaucoup parlé aujourd'hui, d'interopérabilité, de nomenclature commune, etc., etc. Donc ça, évidemment, c'est un effort extrêmement important. Comme on l'a dit ce matin, on bénéficie d'un historique très important avec le SNIRAM, etc., qui nous a permis de nous placer relativement bien dans ces questions de données de santé, de recueil et de pouvoir ensuite les utiliser. Mais évidemment, ça ne suffit pas aujourd'hui et il faut continuer à construire. Deuxièmement, et on en a parlé, c'est comment je les finance, comment j'y accède. On a bien vu que la question, constituer des entrepôts de données, ça coûte cher, ça demande de l'argent. Bon, aujourd'hui, nous avons des projets, entre guillemets, et des manières de faire. À l'avenir, comment faut-il faire compte tenu notamment de l'arrivée d'un certain nombre de règles européennes qui vont nous imposer des choses. Troisièmement, évidemment, la question des acteurs, mais des acteurs de manière générale, c'est-à-dire pour maîtriser le sujet sécurité, informatique et liberté. Parce que, évidemment, on a un équilibre à trouver entre ouvrir les données, faciliter les usages et évidemment, par ailleurs, les maîtriser, ce qui évidemment nécessite un certain nombre de choses. Donc, je vais aller assez vite en réalité parce que tout ça, on l'a dit, mais je vais juste sur chaque slide dire les quelques points importants. Aujourd'hui, les données plus médicales. On n'a pas de résultats en santé dans les données disponibles aujourd'hui. Ça veut dire que vous savez généralement si les gens font des analyses, vous n'avez en général pas le résultat des analyses. Donc, vous ne savez pas si, en réalité, la pathologie, elle est stabilisée quand vous avez un parcours de soins ou si elle ne l'est pas. Et donc, en réalité, c'est un élément extrêmement important pour juger de la pertinence du parcours de soins, de la pertinence des prescriptions, de la pertinence des actes qui ont été réalisés. Et évidemment, ce sont des sujets extrêmement. Alors, on peut parler de la biologie. On a parlé de l'entrepôt national de biologie tout à l'heure, effectivement, mais on pourrait l'étendre à toutes les questions de résultats. Pour le coup, la crise Covid nous a indiqué, voilà, avec SIDEP, le fameux système d'information de dépistage, et qui permettait de remonter nationalement tous les résultats de tests, a permis effectivement derrière de faire beaucoup de choses pour les patients, c'est-à-dire les accompagner, les machines, etc. Mais aussi, finalement, ça nous donne des informations aujourd'hui qui ont permis de dire, oui, est-ce que les gens qui ont été positifs à un moment donné, ce sont ceux qu'on retrouve plus à l'hôpital, moins à l'hôpital, etc. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants. On a parlé des pratiques de médecine générale. C'est l'Observatoire. Il a été présenté, je n'en dirai pas plus. C'est aujourd'hui un angle mort du système d'observation de la santé. Donc, c'est impératif de rentrer dans ces questions-là.
troisième sujet, et je crois que Gérard en a parlé tout à l'heure, donc j'en profite. Évidemment, les PROMS et les PREMS sont évidemment là aussi des sujets, puisqu'on évalue, entre guillemets, l'état de santé par la manière dont on mesure le système de soins. Voilà. Alors évidemment, si on ne sait même pas si les gens se sentent mieux à la sortie. C'est quand même un sujet. Voilà. Alors après, donc, objectivé ou ressenti, hein, donc évidemment, parce qu'il faut faire attention, parce qu'on peut se sentir bien. En général, quand les gens ressortent de l'hôpital, ils se sentent plutôt mieux, d'ailleurs, parce qu'ils ont été contents d'être soignés. Mais enfin, en réalité, l'état de santé est-il meilleur? Je ne sais pas toujours le cas. Donc voilà. Donc il faut évidemment là-dessus. Je viens sur définir un set de minimum de variables recueillies systématiquement et sur les fameux facteurs de risque liés à leur comportement, conditions de vie, environnement social, géographique, écologique, etc. etc. Tous ces sujets sont évidemment, et là on a important, et pour la personne qui a posé la question de l'INED, moi je souhaiterais, si je pouvais faire, c'est une période de Noël, donc je peux toujours faire des vœux, mais si chaque fois qu'un patient est en face d'un professionnel de santé ou en face d'une équipe de soins dans un établissement, on recueillait les facteurs de risque environnementaux et comportementaux. Poids, taille, fumée, alcool, etc. À la fin, nous aurions pour des millions de patients, une information qui nous permettrait de dire où en est, entre guillemets, la prévalence du tabac, où en est la prévalence, etc., etc. Or, ça, on ne le fait même pas. Alors, je suis INSEE à l'origine, donc je me permets juste de dire que dans les enquêtes de conditions de vie des ménages, voilà, vous avez un tronc commun des enquêtes de conditions de vie. C'est-à-dire qu'avant de commencer le sujet d'une enquête, que ce soit une enquête sur le transport, que ce soit une enquête sur la santé, etc., on pose un minimum de questions aux gens en disant c'est le statut marital, c'est le diplôme, c'est l'ACS, c'est etc., etc. Enfin, pardon, la classe socio-professionnelle, excusez-moi pour et évidemment, tout ça, ce sont des éléments qui sont éminemment importants pour comprendre ensuite, etc. Donc, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire comme ça, mais en tout cas, il faut réfléchir à ces questions-là. Et donc, dans ce cadre-là, le COSTRAT, dans son rôle, il lance un groupe de travail qui va associer des personnes, qui va associer des utilisateurs, etc., qui va associer des gens pour essayer de définir un minimum de cette variable. Alors, évidemment, il ne faut pas que ce soit trop compliqué, parce que si c'est trop compliqué, ce n'est pas utilisé. Mais néanmoins, ce sera important d'aller dans ce sens. L'interopérabilité, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Je rajouterai, on a parlé de nomenclature, on a parlé de format de données, je parlerai des modalités d'appariement. Et là aussi, le fait d'avoir un identifiant unique, transverse au système de santé, sur lequel on puisse s'appuyer pour ensuite apparier les données de manière la plus efficace possible, est évidemment un élément essentiel dans cette affaire-là. Et évidemment, nous avons on sait le faire, hein, on sait le faire. Après, ça demande des tuyaux, ça demande etc., mais on sait le faire. Donc voilà, et je pense qu'on a les moyens de le faire. Mais ça veut dire recueillir, par exemple, le NIR de manière un peu systématique. Et là aussi, c'est un sujet à la fois CNIL, mais aussi sensibilité des enquêtés, etc., etc. Mais il faut là aussi faire de la pédagogie pour faire... le grand 2, c'est construire collectivement les conditions de financement et de gouvernance sur l'ensemble des entrepôts de données. Alors, la loi OTSS, elle a créé... elle a largement élargi le concept de données de santé. Avant 2019, en grosso modo, vous aviez SNIRAM, PMSI. Aujourd'hui, toute donnée à destination des professionnels et des organismes de santé qui soient pris en charge par l'assurance maladie sont potentiellement des données du SNDS. Alors, tout à l'heure, Hossein a dit, grosso modo, il faut apparier les entrepôts de données de santé avec le SNDS. Mais non. Les entrepôts de données de santé, ils sont dans le SNDS. La question, c'est qu'ils ne le sont pas physiquement, ils ne le sont pas organisationnellement, mais ils le sont sur le plan strictement juridique, ils le sont dedans. Et ça, c'est des questions, par exemple, aujourd'hui, les professionnels de santé, les représentants des établissements, etc., ne sont pas tous aujourd'hui conscients de cette question. C'est-à-dire que même là, il faut faire œuvre de pédagogie, si j'ose dire, pour arriver à définir exactement ce que c'est. Voilà. Donc, c'est une traduction juridique et organisationnelle qui est à faire. Donc, voilà. On a un cadre européen qui nous met dans un cadre va falloir respecter.
et en particulier qui nous pose une question autour du financement. Parce que quand on a créé les entrepôts au début, on a dit aux établissements, il va falloir que vous vous financiez et que vous fassiez pouvoir, entre guillemets, vendre du service à la donnée. On ne vend pas les données, hein. On ne vend pas les données, on vend du service à la donnée. Attention, il faut être très important, la différence est très importante. Mais même aujourd'hui, le Data Government Act, il dit, vous ne pouvez pas faire de l'argent dessus, c'est-à-dire vous facturez au coût marginal. Ça veut dire que le coût d'investissement, il n'est pas pris en charge. Donc il va falloir se poser quand même quelques questions sur la manière de faire. C'est un problème d'attractivité pour toute la filière économique de la donnée de santé. D'un certain côté, mais d'autre côté, vous créez un marché européen et l'espace européen des données de santé sera évidemment éminemment plus attractif. Et donc, on a toujours cette question, évidemment. Et c'est pour ça que les pouvoirs publics, ils ont aussi une responsabilité autour de ça. C'est pour ça que dans le cadre de l'appel à projet de l'entrepôt de données hospitaliers, il y a un groupe de travail qui s'est constitué dès juin dernier et qui a travaillé sur comment faudrait-il faire et est-ce qu'on a des modèles alternatifs et qu'est-ce que ça coûte et comment, etc. Donc, on a travaillé avec notamment Carole Dufouille qui aurait dû être présente aujourd'hui et Jean-François Lefebvre qui sont des hospitaliers ou des chercheurs et qui sont des pilotes qui nous ont permis ensuite d'associer l'ensemble des établissements de santé ou en tout cas leurs représentants et les directions de ministère, etc., pour faire une première proposition, un premier document de référence qui dirait, voilà, grosso modo, un entrepôt de santé, ça a besoin de ça pour financer, c'est quoi les fonctions, comment on les finance, etc., etc. Et à la fin, il faudra prendre des mesures. Alors après, les mesures, elles seront dans un cadre qui sera le cadre légal, etc., et financier, des finances publiques telles qu'on peut les faire. Mais néanmoins, ça permettra d'avancer sur ces questions. Et ça prend bien le fonctionnement de nos affaires. Donc la gouvernance, là c'est pareil, c'est-à-dire on a une gouvernance nationale bien connue qui était déjà exposée en particulier par Carole sur le parcours des projets, donc là je ne vais pas revenir dessus. Et évidemment, dans les autres entrepôts, il y a souvent des comités scientifiques et éthiques, mais qui vont avoir leurs propres règles, leurs propres démarches. Alors évidemment, tout ça, en général, est à peu près la même chose. C'est-à-dire, on dit, voilà, etc. On regarde le côté scientifique, on regarde est-ce qu'il y a un intérêt public, on regarde, etc., etc. Mais néanmoins, on s'aperçoit que quand les gens veulent accéder à ces données-là, ils se heurtent à un certain nombre de difficultés, etc., etc. Donc l'idée, c'est de lancer un groupe de travail aujourd'hui, enfin ces semaines-là, pour lancer sur l'harmonisation des règles de la gouvernance des entrepôts de données de santé. Et c'est un groupe qu'on a lancé dans ces prochains jours, là aussi, pour améliorer ça. Troisième grand sujet, accompagner les acteurs sur la maîtrise informatique et liberté et de sécurité. Alors, comme vous le savez, donc, ce sont des données qui sont hyper protégées normalement, etc., etc. Elles sont sensibles, considérées très sensibles par la CNIL, etc. Tout ça, vous le connaissez. Il y a un référentiel de sécurité du SNDS, aujourd'hui existant, qui était fondé sur le SNDS de 2017. Et aujourd'hui, on met à jour ce référentiel et Fabrice Langlard en a parlé un tout petit peu ce matin là-dessus. Mais néanmoins, ce n'est pas parce que vous créez un référentiel que vous savez comment l'appliquer partout. Donc l'idée de le COSTRAT, c'est aussi de lancer des travaux pour accompagner les acteurs dans la mise en œuvre de ce référentiel. Parce que mettre en œuvre le référentiel sur la base principale du SNDS, qui est aujourd'hui SNIRAM, PMSI, etc., on le fait depuis, je vais dire qu'on le fait depuis 2002, la création du SNIRAM initial. Mais évidemment, on sait le faire dans le niveau national. Quand on va dans les établissements de santé, et encore une fois, le ministre a rappelé les attaques qui ont eu lieu, informatiques qui ont eu lieu autour des données ce matin sur les établissements de santé, on voit bien qu'on a une nécessité d'une montée en compétences, une montée en gamme, une montée qui nous permet, entre guillemets, de faire face à ces risques-là pour, entre guillemets, éviter que les données soient utilisées, disparaissent, soient volées, etc., etc. Bon, voilà. Alors, évidemment, tout ça, c'est lourd, en réalité. Et c'est lourd pour les gens qui veulent accéder aux données. C'est lourd pour les gens qui gèrent les bases de données, etc. Et donc, évidemment, il faut qu'on les accompagne pour rendre les choses, entre guillemets, opérables, opérationnelles, et qu'ils puissent le faire dans les meilleures conditions possibles, et évidemment, voilà, donc du coup, on va accompagner les acteurs. C'est avec évidemment la CNIL, parce que là, pour le coup, on est dans une situation où on doit travailler avec
les régulateurs autour de ces questions-là et que les régulateurs soient impliqués dans la manière dont on peut décrire les choses. Parce que, évidemment, après, qui c'est qui est en face la CNIL? Ce n'est pas l'adresse, ce n'est pas le HDH, c'est en réalité, c'est le promoteur du projet, c'est le gestionnaire du système. Et donc, la question, c'est qu'il faut évidemment qu'on ait la capacité de rendre les choses plus directement opérationnelles pour les gens et qu'ils puissent porter leur message, etc. Voilà, donc du coup, vous voyez, je vais aller très très vite pour vous éviter, parce que c'est la pause et que c'est le dernier avant la pause qui subit les contraintes les plus fortes. Du coup, la synthèse, donc on a travaillé dans ces 3 directions: élargir la couverture métier, faciliter l'accès aux données et améliorer la maîtrise de sécurité des données. Et tout ça, avec les acteurs, c'est-à-dire qu'on a un groupe de travail, ce n'est pas des groupes de travail administratifs, on y met des établissements de santé, on y met des représentants de tout ce qu'ils veulent venir, sont bien bienvenus. L'avantage, c'est que le HDH nous met en situation de dire on ouvre, entre guillemets, puisque au sein du HDH, il y a plein d'acteurs différents, et donc tous ces gens-là peuvent venir et venir participer pour construire, entre guillemets, tout ça. Merci Claude, c'est très clair, très bonne synthèse. On a 2-3 questions ultra rapides, ultra courtes et réponses courtes, Claude, si vous voulez bien. Monsieur, vous aviez levé la main tout à l'heure, donc c'est à votre tour. Alors Prosper. Oui, voilà. Allez-y, Prosper. Merci. Moi j'ai une question pratique. Du coup, là on dit que les données des EDS sont dans le SNDS. Oui. Il y a un cadre, il y a un référentiel de sécurité EDS qui est paru en novembre dernier. Il y a le référentiel SNDS qui est en train d'être mis à jour. Il faut qu'on applique lequel? Eh bien, c'est très simple. Le référentiel EDS qui a été mis en place par la CNIL, il a été fait pour les gens qui gèrent, entre guillemets, pour les EDS pour leur propre compte. C'est-à-dire, quelque part, ils ont une autorisation de créer un EDS avec des finalités qui sont décrites dans leur demande d'autorisation CNIL. Quand on va vouloir réutiliser ces données, c'est-à-dire quelqu'un d'extérieur à l'EDS, qui va vouloir utiliser ces données-là pour des finalités du SNDS, il faudra appliquer le référentiel du SNDS. Ce qui est donc une question... Mais en réalité, il n'y a pas d'écart entre les 2 référentiels, ou très très peu d'écart. Ah oui, on peut instruire le sujet, mais on l'a quand même regardé d'assez près pour le coup. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'écart. Et donc, ça va nous permettre de vérifier, et c'est bien ça l'accompagnement, c'est de passer de l'un à l'autre pour être dans la capacité de faire ça. Merci Claude. Quelqu'un d'autre avait levé la main à gauche, à la gauche de monsieur. Je ne sais pas si vous réitérez, non? Non? D'accord. Autre question? Non, il n'y a pas de questions sur le chat. Bah écoutez, dans ces cas-là, Claude, vous n'avez rien à rajouter? On a encore 2 minutes. Si vous avez encore 2 heures, je peux encore... Peut-être pas 2 heures, mais 3 minutes. Il n'y a pas de problème. Non, mais ce que je veux dire, c'est ce qui est très important pour nous, c'est de s'assurer, qu'on est dans un cadre qui permet aux gens de travailler correctement, etc. Et en sachant. Et si je prends ma casquette, entre guillemets, AMDAC, donc administrateur ministériel, données, algorithmes et codes, on a bien vu que la transparence et la connaissance du patrimoine des données, la transparence de ce qu'on en fait, est un élément majeur aujourd'hui des politiques publiques sur la donnée. Et en rapport avec tout le travail de la direction citoyenne également, puisque c'est aussi de la transparence pour le public. On y contribue avec grand plaisir.